Sois le bienvenu, petit nouveau. Et je suis où exactement? Tu es dans le Nexus multiversel de la chaîne Azelrix, là où tout est double de tous les univers alternatifs qui composent le multivers viennent pour se retrouver. Quoi, il y a d'autres univers pour de vrai? Oui, petit, vois-tu, au-delà du ciel, au-delà de ta galaxie, de ta planète, il existe une infinité d'univers avec une infinité de possibilités. Et c'est ici que toutes ces autres versions de moi qui ont vécu une vie complètement différente se réunissent. Oui, absolument, je vais te présenter. Là-bas, c'est toi qui as fini ses études supérieures. Là-bas, c'est toi qui as acheté une Toyota à la place d'une Kia. On se sent vraiment libéré quand on n'a pas besoin d'aller au garage tous les 2 mois. Et lui, c'est ton toi droitier. Bon, moi droitier, mais moi aussi je suis droitier. Chut! Je sais, en fait, c'est ton toi qui a le cancer de l'intestin, mais on lui dit pas pour pas le traumatiser. Je chie encore du sang tous les matins, vous êtes sûr que c'est normal? Oui, t'inquiète pas, c'est normal, c'est comme ça dans tous les univers. Ok, c'est quelque chose. Juste une petite question. Pourquoi? Pourquoi quoi? Pourquoi tout ça? Pourquoi est-ce qu'on a besoin de justifier un nexus multiversel? Pourquoi est-ce qu'on a absolument besoin d'aller vers l'omnivore? Je veux dire, je regarde autour, je vois des mois avec des petites différences qui, honnêtement, si tu nous mets côte à côte, ça se voit pas. C'est quoi l'infinité de possibilités? C'est pas assez pour toi? C'est pas que c'est pas assez bien, c'est que j'ai l'impression qu'on fait rien avec. Je veux dire, il y a probablement des mois plus intéressants, genre, elle est où ma version qui a trouvé le remède contre le cancer? Il est au sommet de sa tour d'ivoire en train de regarder How I Met Your Mother pour la 12e fois. Ok, ouais, maintenant que tu le dis à voix haute, c'est vrai que ça sonne comme moi. Mais moi qui a réussi à, je sais pas, développer des super pouvoirs hors planète, j'ai jamais pu le retrouver. Le moi qui a découvert le voyage temporel? En prison pour avoir poignardé Charlie Chaplin. Il avait perdu son chapeau et malheureusement, il ressemblait beaucoup à quelqu'un d'autre. Tu vois, plus je te demande des explications, plus j'ai l'impression que tu me donnes des excuses pour pas avoir à me montrer quelque chose de nouveau et intéressant et juste pouvoir copier-coller ce que t'as déjà fait par le passé. Laisse-moi deviner, première fois que t'es confronté au multivers dans la fiction, c'est normal. En 1949, l'auteur et mythologue Joseph Campbell publiera un essai mythologique qu'il va intituler « Le héros aux 1000 visages ». Selon Campbell, tous les mythes et légendes de notre histoire, le folklore qu'on s'est passé à travers les générations, tout comme les contes de fées qu'on racontait à nos enfants, ils suivent tous le même schéma narratif. Ce schéma prendra le nom de monomythe, qu'on nomme aussi le voyage du héros, le développement classique du personnage principal d'une histoire, le tout résumé dans sa citation la plus célèbre. Un héros s'aventure à quitter le monde du quotidien pour un territoire aux prodiges surnaturels. Il y rencontre des forces fabuleuses et y remporte une victoire décisive. Le héros revient de cette mystérieuse aventure avec la faculté de conférer des pouvoirs à son prochain. Bref, selon Campbell, toutes les histoires qu'on ne sait jamais raconter, c'est en fait le même schéma narratif, la même histoire, mais racontée depuis le point de vue de quelqu'un d'autre. Entre ensuite un autre auteur très célèbre, Ronald B. Tobias. Dans son ouvrage de 93, 20 Master Plots, Tobias va défendre le point de vue comme quoi il existe un total de 20 histoires possibles à raconter. C'est pour ça qu'on retrouve autant de similarités, par exemple, entre Star Wars et Harry Potter, ou encore entre le mythe du roi Arthur et l'histoire des comics Marvel avec Thor. Parce qu'il y a une quantité claire et finie d'histoires qu'il est possible de raconter, qu'on range en 20 catégories. Et là, on a Paul T qui arrive avec son idée comme quoi il en existe 36. Pourquoi ces nombres diffèrent? Parce qu'un auteur qui va avoir 20 histoires les range dans des catégories bien plus générales qu'un auteur qui va avoir 36 histoires possibles. On a aussi des auteurs qui parlent de 7 histoires, des auteurs qui parlent de seulement 3 histoires. Bref, on ne s'entend pas sur le nombre, mais ce sur quoi on s'entend, c'est qu'il existe bel et bien une quantité finie d'histoires à raconter. Entre ensuite dans cette équation un concept qui fait à la fois rêver et frissonner Hollywood depuis déjà une bonne décennie, le multivers. Le multivers, qu'est-ce que c'est? C'est l'idée selon laquelle, plus loin que l'infini de l'espace, se trouve un vide dans lequel résident d'autres univers. D'autres univers dans lesquels vous vous êtes tous abonnés à cette chaîne et activé la cloche en laissant un like et un commentaire nous disant de quel sujet on devrait parler. Non, j'en ai même pas honte de celle-là et pour vous le prouver, vous pouvez aussi aller en description pour voir notre boutique Artpal ou un lien vers mon Instagram. Lâchez-moi un bon follow si vous voulez interagir avec moi. Pour revenir au multivers de façon sérieuse, ce terme apparaît dans un contexte scientifique
dans un débat entre les savants Ludwig Boltzmann et Ernest Zermelo en 1895. C'est dans cette même année que le philosophe et psychologue William James va utiliser ce terme dans un contexte bien différent. Cependant, les origines du multivers sont bien plus lointaines. Certains historiens vont jusqu'à s'accorder sur le fait que c'est le philosophe grec pré-socratique Anaximander au 6e siècle avant Jésus-Christ qui définit le concept d'univers et réalité multiples pour la première fois. Il existe des débats par rapport à s'il croyait vraiment à de multiples univers et s'il y croyait comme des univers qui existent côte à côte ou de manière successive dans une timeline infinie, là où un univers va venir prendre la place d'un autre après la fin de ce dernier. C'est entre la Grèce antique et le Moyen Âge que le concept va se raffiner pour devenir ce qu'on connaît aujourd'hui, mais on est sûr au moins qu'au 5e siècle avant Jésus-Christ, les philosophes débattaient déjà sur la possibilité d'univers multiples. Et c'est dans les années 30 en Autriche qu'on nous offre une belle démonstration avec un concept que je suis sûr que vous connaissez au moins de nom, le chat de Schrödinger. Bon, laissez-moi vous expliquer. Dans cette boîte se trouve un petit chaton et une fiole de poison. Quoi? J'ai mis un dispositif à l'intérieur de la boîte qui fait que la fiole a une chance sur 2 de se briser et de tuer le chaton. J'ose espérer que la théorie que vous êtes venu me présenter aujourd'hui ne se base pas que sur de la cruauté animale. Quand je vais ouvrir cette boîte, on va réaliser que le chat est soit vivant, soit mort. Mais c'est une possibilité qui se sépare en deux. Ce qui veut dire qu'au moment juste avant d'ouvrir la boîte, le chat va être considéré à la fois vivant et mort. Est-ce que vous avez pris vos médicaments? Non, pas du tout, je ferai même pas semblant. Mais le fait étant que l'univers va se séparer en 2 copies quasi identiques quand nous verrons le résultat de l'expérience. Un de ces univers verra le chat survivre, l'autre le verra mourir. Vous parlez du multivers? Entre autres, oui, cette expérience est aussi censée démontrer qu'il est possible pour un objet d'être à plusieurs endroits à la fois. Et est-ce qu'il n'y avait pas un autre moyen que de mettre un chat innocent en danger pour prouver ça? Absolument aucune, j'ai bien essayé avec un chien, mais il rentrait pas dans la boîte. Bon, ouvrons pour voir le résultat. Ah, le chat est en vie. Non, le chat est mort, mais genre méchamment mort. Vous entendez le bruit de respiration? Moi non plus. Ça veut dire qu'il est mort. Dans notre univers, il l'est, mais on vient de créer une réalité alternative où est-ce que le professeur qui a ouvert la boîte a trouvé un chat vivant. Bon, moi je vais aller appeler la police, hein? Et vous allez me faire une faveur et arrêter la physique quantique? Ouais, bonne idée. Je crois que je vais retourner faire de la biologie. Bien sûr, je vous rassure tout de suite, Schrödinger n'a jamais vraiment exécuté cette expérience. C'est juste un espèce de procédé de pensée et une mise en situation. Mais le fait étant que ça fait une puissante déclaration quant au multivers. L'idée comme quoi, chaque fois que des probabilités sont calculées vers des résultats multiples, tous ces résultats arrivent juste dans des univers séparés, des univers qui naissent depuis le moment où les probabilités se verrouillent et où le résultat est révélé. Qu'est-ce que ça veut dire? C'est que si vous avez un choix et que vous faites ce choix, vous venez de créer un univers où vous avez fait le choix différent. Et c'est hyper sujet à débat et à interprétation. Par exemple, si je dis que je roule un dé à 6 faces, normalement, selon ce qu'on vient d'expliquer, je crée 6 univers différents. Un univers où j'ai roulé un 1, un 2, un 3, un 4, un 5 et un 6. Mais imaginons qu'à la place de juste rouler le dé, je roule le dé en me disant « je veux rouler un 4 ». Ne peut-on pas penser que je ne crée pas 6, mais seulement 2 univers? Un univers où je roule un 4 et un univers où je ne roule pas un 4. Et vous voyez, ici, la physique quantique est très théorique et elle rejoint même la sémantique. J'ai mentionné que j'ai pas fait physique? À moins que je décide de bien vouloir rouler un 4, mais de quand même vouloir créer 6 univers. Dans le sens où je dis, je veux rouler un 4, mais je veux pas rouler un 1. Je veux rouler un 4, mais je veux pas rouler un 2. Et ainsi de suite jusqu'à je veux rouler un 4, mais pas rouler un 6. Bref, vous l'aurez compris, la façon dont on interprète cette théorie et surtout la façon dont elle est mise en pratique, ça varie énormément selon la personne qui l'explique et surtout selon la personne qui la met en pratique. Du moins, moi, ces exemples-là, ça m'aide à comprendre si votre cerveau est foutu pareil et bonne chance, la vie va être difficile. Mais c'est pas le pourquoi du comment qui compte, c'est pas le fonctionnement qui est intéressant selon ce point de vue. Ce qui est intéressant, c'est la possibilité que ces univers existent
et surtout ce qu'ils amènent eux-mêmes comme autre possibilité. Si le multivers existe vraiment et ce de façon infinie, ne peut-on pas penser que ça met un frein à toutes les théories des auteurs qu'on a vus jusqu'à présent? Si les auteurs ne s'entendent pas sur le nombre d'histoires qu'il est possible de raconter, c'est parce qu'ils les rangent tous dans une catégorie ou dans l'autre. Catégories qui, encore une fois, selon les auteurs, sont plus ou moins précises. Selon cette logique, une histoire où la cicatrice de Zuko est du côté opposé sur son visage, ce n'est pas une autre histoire, c'est le même schéma narratif, Ozai a juste visé un peu plus à gauche. La question se pose alors à quel point les éléments présentés de façon chronologique dans la trame narrative doivent être différents de ce qu'on connaît pour qu'on considère qu'on nous raconte une autre histoire ou même une autre version de l'histoire. Parce que là, je te dis, Ozai, il a visé un petit peu plus à gauche et il a brûlé l'autre œil de Zuko. Mais s'il avait visé encore plus à gauche, qu'il avait touché Zuko à l'épaule et qu'il avait réussi à s'enfuir, voire même qu'il avait totalement raté Zuko, à quel moment est-ce qu'on peut considérer qu'on nous raconte une autre histoire? Ben, cette question sur la légitimité d'un deuxième univers ou non, c'est pas exactement ce qui étouffe Hollywood depuis quelques années. Il y a quelques semaines, j'ai réalisé une vidéo que j'ai honnêtement beaucoup aimé faire sur les speedsters et pourquoi au cinéma et à la télé, ils sont mal exploités et surtout très mal écrits. Vidéo que vous semblez avoir appréciée parce qu'après tout, c'est très rare que les faits et fictions fassent un tel nombre de vues sur la chaîne et le fait étant qu'un commentaire est venu m'attirer. Un commentaire qui me demandait de faire la même chose, mais avec d'autres archétypes, qu'ils posent problème ou pas. Et je me dis, on va tester, voir si ça vous plaît. Et pour commencer, pourquoi pas le multivers? C'est de ça qu'on va parler aujourd'hui. On va déconstruire le genre du multivers, voir ses codes, voir comment il est mis en pratique. Je vais expliquer pourquoi, selon moi, il est très mal exploité. Et surtout, on va voir, comme d'habitude, si c'est possible, de corriger le tir. Et restez bien jusqu'à la fin de la vidéo parce que je vous offrirai ma réponse à la question « Combien d'histoires est-il possible de raconter ?» Sur ce, salutationalisation et bienvenue à Faits et Fiction, l'émission où on analyse la culture. Aujourd'hui, on parle du multivers, on déconstruit ses codes et son genre, et on vérifie comment bien l'exploiter au cinéma. Les origines fictives du multivers. Que ce soit bien clair, je ne suis pas un physicien, je ne suis pas un scientifique, je suis quelqu'un qui est passionné par la fiction. C'est pour ça qu'on va rester dans cette sphère, pour savoir si le multivers existe au niveau quantique et réaliste. Allez voir quelqu'un qui s'y connaît. Vous voyez, j'utilise le terme quantique et je suis même pas sûr que c'est le bon terme. C'est un peu un raccourci de dire qu'on a créé le multivers en fiction. Pourquoi? Parce que sous une certaine lecture, le multivers est aussi vieux que le concept d'histoire lui-même. Le multivers, c'est quoi? C'est des copies de nos univers qui se ressemblent, mais avec des petites différences, qui nous permet de présenter des personnages que l'on connaît dans des histoires qui sont à découvrir. On peut dire qu'on décrit plus ou moins les mythes et légendes qui se déforment en se transmettant du bouche à oreille. Oui, en tant que tel, on pourrait dire que les mythes et légendes grecques, norroises, mésopotamiennes, égyptiennes, c'est les fondements du multivers, puisqu'ils sont racontés de façon différente selon les lieux et les époques. Mais ici, ils représentent surtout la culture de la personne qui raconte le mythe. Par exemple, les Grecs ne vouaient pas vraiment un culte à la guerre, ou s'ils lui vouaient clairement pas au même niveau que Rome va lui vouer dans le futur. C'est pour ça que Arès, dieu romain de la guerre, dans les mythes, il est souvent montré comme humilié ou remis à sa place, versus Mars, qui est un véritable symbole d'honneur et qui est probablement un des, si ce n'est le dieu le plus important du panthéon romain. Mais ici, ça vient surtout dépeindre une différence culturelle. Le multivers n'est que la conséquence de la déformation de ces mythes à travers les siècles. Voilà, la prochaine fois que vous débattrez de la canonisation ou non d'une information donnée par le réalisateur de votre film préféré, dites-vous que ces débats, ils existaient probablement il y a 2 à 3 000 ans en Grèce antique. Donc Cronos a mangé ses enfants Hestiade, Déméter, Héra, Hadès et Poséidon, Zeus, le petit dernier de la fratrie, lui ayant échappé grâce à un subterfuge de sa mère Rhéia. Juste une petite question, je croyais que Poséidon aussi, il avait échappé à Cronos et qu'il s'était caché dans une bergerie sous une peau de mouton. C'est une autre version écrite par quelqu'un d'autre. Bref, ensuite Zeus, il va réussir à faire libérer sa fratrie du ventre de Cronos et alors commencera la guerre. Là où c'est les Hécatonchires et les Cyclopes qui vont fabriquer la foudre de Zeus, le trident de Poséidon et le casque et le bidon de Hadès. Mais le trident, c'est pas les Telkins qui l'ont forgé? Encore une fois, ici, on parle d'une autre version. Bref, c'est ce qu'on appelle la titanomachie, la guerre des Olympiens contre les Titans. C'est l'Olympe qui va l'emporter et les enfants vont découper Cronos, leur père, en 1000 morceaux et l'envoyer dans le Tartare pour l'éternité.
Ben non, Zeus il va libérer Cronos et le mettre en charge de l'île des Bienheureux. Version différente, encore une fois. Ah d'accord, et c'est quand Cronos il se fait exiler dans le désert à devoir porter un temple sur le dos avant qu'un demi-dieu spartiate vienne le démolir de l'intérieur? Ça c'est dans God of War. C'est une autre version alternative? Si tu veux. D'accord, mais ça c'est avant ou après que Odin et ses deux frères ont défait Ymir pour créer Midgard? Mauvaise mythologie. À moins que l'univers existe déjà parce qu'il a été créé en 6 jours, tu n'es même pas sur le bon continent ni dans le bon millénaire. Mais je comprends juste pas comment on peut avoir plusieurs origines de l'univers qui cohabitent. C'est juste des versions alternatives des mythes à travers les époques et les cultures que les anciens se racontaient pour être capables d'expliquer des phénomènes que la science de l'époque ne pouvait pas clarifier. Vous voulez dire comme un genre de multivers? Ok, d'accord, c'est un multivers mythologique si tu veux, mais ferme-la. Ah, ok, ça marche. Mais sinon, est-ce qu'il y a des versions où Zeus se transforme pas en animal pour se forcer sur deux de ses sœurs? Non, malheureusement ça semble être la seule constante. Oh mon Dieu, c'est un canon event. Cependant, il y a quand même des questions à se poser sur le multivers et son fonctionnement. Par exemple, ces univers, où sont-ils? Dans quoi est-ce qu'ils existent? Sur quel plan de la réalité les trouve-t-on? Et surtout, est-ce que dans ces univers, on peut trouver par exemple des dimensions de poche où certains éléments importants à son fonctionnement s'y retrouvent? Chez les Grecs, par exemple, encore une fois, le multivers, c'est pas exactement ce qu'on pourrait penser, dans le sens où Zeus a déjà fait tomber Bellérophon de Pégase pour ne pas qu'il se rende physiquement sur l'Olympe, et Héraclès est allé à pied aux enfers est revenu dans le monde des mortels. Plusieurs fois même. Ce qu'on comprend ici donc, c'est que le monde des mortels, les enfers et l'Olympe, ce sont des lieux physiques qui cohabitent sous un même plan de l'existence, un peu comme un désert et un océan se retrouvent sur la même planète. De l'autre côté de la médaille, chez les Norrois, on a déjà quelque chose de plus concret en termes de multivers, on a les 9 royaumes. Si certains de ces royaumes coexistent autour de Midgard, certains comme El, Nidavellir, Alfheim ou Asgard semblent séparés par des barrières impossibles à comprendre, le tout existant sur Yggdrasil, le légendaire arbre-monde, lui-même flottant dans le vide infini de l'espace que les Norrois appelaient Gnungagap. Est-ce que c'est un multivers ou est-ce qu'on pourrait comparer la mythologie nordique aux 9 planètes de notre système solaire? Honnêtement, les deux interprétations se valent. Oui, forcément, même si on admet que les Norrois avaient une énorme connaissance en astronomie, le fait étant qu'ils comprenaient peut-être pas forcément c'était quoi une planète au même niveau que nous. Tu me dis, le gros truc dans le ciel, c'est un autre univers à cette époque, je te crois. Cependant, voyant comment il est impossible de se rendre dans les 9 royaumes sans appeler à certains éléments magiques et féeriques qui transcendent la réalité, comme par exemple la mort pour se rendre à Hel ou encore le Bifrost pour se rendre à Asgard, je pense que c'est là que la différence entre des lieux éloignés et des univers parallèles se dessine. Cependant, ça c'est pas clair non plus parce que si on me dit univers parallèle, moi je pense aussi peut-être dimension alternative, parce que oui, la différence est importante. On parlait des dimensions de poche, ces espèces de mini-zones à l'intérieur du même univers, mais qui sont bien séparées par une barrière magique. Les mots-clés ici étant dans le même univers et surtout dimension de poche, là où on peut penser qu'une dimension normale n'a pas forcément de forme physique, mais que c'est quand même un endroit relativement facile à se représenter dans lequel la matière peut exister, la matière qui compose un ou même plusieurs univers. Si vous voulez, chez les Scandinaves, on pourrait dire que Gnungagap, c'est l'univers dans lequel se trouvent des dimensions poche. À côté, on aurait l'univers de la mythologie grecque, les deux existant dans une dimension côte à côte, offrant un multivers de mythologie. Arrive ensuite le concept de timeline alternative, parce que ça aussi, je crois que c'est possible de le séparer. Nous disons qu'un multivers quantique, ça a une timeline, la progression normale des choses, et quand un choix arrive, la timeline se sépare en deux, créant deux univers. Quelle serait donc, selon cette définition, la différence entre un univers alternatif et une timeline alternative? Pour la dernière, j'ai tendance à dire qu'il faut une activité et une force extra-temporelle. Dans le sens où si vous revenez dans le passé et modifiez les événements, vous créez une timeline alternative qui est seulement votre univers, mais aussi ceux qui en découlent. Selon cette logique, une timeline alternative existe dans le même univers que la timeline d'origine, là où la progression normale de la timeline et les choix qui en découlent créent un autre univers. Donc, alors, pour résumer,
On a les dimensions espace infini de vide où plusieurs univers peuvent coexister. À l'intérieur de ces univers se retrouvent des dimensions de poche pour certains, même si c'est pas universel et il n'est pas exclu qu'une dimension de poche puisse abriter elle-même un autre univers à l'intérieur du premier. Puis ces univers évolueront dans une timeline, là où la timeline alternative est créée par une force qui vient rétroactivement modifier les événements et créer une autre timeline qui évolue en parallèle de cet univers. Du moins, c'est comme ça que j'aime l'interpréter et surtout, c'est comme ça que j'ai réussi à me suivre moi-même dans mes notes pour écrire cette vidéo, en séparant dimensions parallèles, univers alternatifs et nouvelle timeline. Ça explique comment dans Retour vers le futur, par exemple, Marty peut empêcher Doc de se faire tuer et s'assurer que ses parents ont une meilleure vie sans qu'il y ait d'énormes conséquences au niveau universel. Comment est-ce qu'on sait que ça crée des nouvelles timelines et non des nouveaux univers? J'ai tendance à dire, c'est parce que c'était pas l'ordre naturel des choses. Marty, il était en 85 et il a modifié la timeline en 1885 et en 1955. Il a créé une nouvelle timeline déranger l'ordre naturel des choses. En plus, on voit maintes et maintes fois dans Retour vers le futur que ces nouvelles réalités, elles mettent du temps à se mettre en place, là où c'est très impliqué que dans un multivers, les univers sont créés de façon parallèle instantanément. C'est même comme ça que Doug va décrire les timelines dans Retour vers le futur 2. Il ne parle pas d'univers parallèle, mais bien de timeline alternative. Idée aussi reprise par les comics qui ne présentent pas des univers parallèles, mais d'autres timelines. Oui, il y a des comics Retour vers le futur et honnêtement, ils sont excellents. Alors bien sûr, c'est complexe, c'est sujet à débat et vu la façon dont le multivers évolue dans le monde de la fiction, je pense que un peu de clarté et de ranger les choses dans les cases, c'est plus que nécessaire. Parce que soyons honnêtes, ça permet de comprendre le multivers. Je l'ai dit pour les speedsters et je le redis ici, comprendre ce qu'on écrit, c'est quand même la base. Le mois de mars. On a vraiment des belles soirées en ce moment. C'est vrai qu'il recommence à faire doux. On pourrait en profiter, tu sais, sortir un peu, aller explorer le multivers. Ouais, clairement, on pourrait aller faire un tour en voiture ou promener le chien, mais est-ce que tu veux vraiment sortir comme ça? Quoi, t'aimes pas mon chandail? T'as pas non plus l'air d'un explorateur de réalité. Non, pour arpenter le multivers, ça prend une certaine classe. Et c'est pour ça que cette vidéo est sponsorisée par Volant Design. Oh, une vidéo sponsorisée! Volant Design, c'est une compagnie qui fabrique des vêtements de haute qualité spécialement pour les fans de pop culture avec des designs évoquant le steampunk, le cyberpunk, le tout dans un thème me faisant énormément penser à l'enfant entre la révolution industrielle et la conquête des étoiles. Quoi? C'est des beaux vêtements qui rendent hommage à la culture geek. Oh! J'ai un faible particulier pour le hoodie Augmented 4H qui tient bien chaud en étant assez léger et qui vient maintenant en étant à l'épreuve de l'eau. Vous m'avez vu maintes et maintes fois le porter dans les vidéos et il est toujours aussi génial et confortable. Histoire 100% vraie, je vous jure, ce hoodie en tant que tel, je l'ai acheté en 2019. J'ai fait de la randonnée, de la course à pied, du longboard avec. Je l'ai trempé dans l'eau de pluie, dans la boue, dans les feuilles sales. Je crois que j'ai failli foutre le feu une fois dans un trip de camping. Et honnêtement, il est encore plus que correct. D'accord, mais tu me connais, moi, mon truc, c'est plus la culture geek. C'est parfait ça, parce que Volant Design propose souvent des partenariats avec vos licences favorites. En ce moment, c'est Dragon Age, Mass Effect, Devil May Cry et une collection Star Trek qui est juste massive. Ok, mais question, est-ce qu'il y a du Assassin's Creed? Dude, sérieusement? Juste mets le capuchon, c'est un hoodie. Donnez l'alerte, c'est idiot! J'ai trouvé idiot! Retrouvez aussi des gants, des écussons, des patchs, des capes, des peignoirs, des capuchons, des sangles, des sacs et même un playmat pour vos parties de Donjons et Dragons, Magic ou Yu-Gi-Oh! Avec le lien dans la description, découvre Volant Design et utilise mon code affilié pour obtenir une réduction sur ta première commande. Un énorme merci à Volant Design de m'avoir fait confiance et d'avoir sponsorisé cette vidéo. Sur ce, revenons à nos moutons. Il est parti où, Ezio? Le réel potentiel du multivers. Potentiel, si il y a un mot qui devrait vous faire peur mais qui a quand même une connotation positive, c'est celui-ci. Quand on vous dit potentiel, on a tendance à être optimiste. On a tendance à voir tout ce que la chose dont on parle peut accomplir. Mais le potentiel, ce que ça veut dire, c'est aussi de dessiner la ligne entre ce que ça peut faire et ce que ça ne peut pas faire. Par exemple, si je vous dis que vous avez un haut potentiel, vous penserez « je peux toucher les étoiles ». Mais si je vous dis que vous avez un bas potentiel, vous comprenez tout de suite que les choses seront plus difficiles. Maîtriser ce qu'on écrit, c'est la base.
Mais cette base, Hollywood pour le multivers du moins, j'ai l'impression qu'il s'entorche royalement. Pourtant, c'est dommage parce que le multivers a un énorme potentiel narratif. Déjà, quelque part, qu'est-ce que ça implique? C'est que ça va permettre de faire quelque chose de nouveau avec quelque chose de connu. Moi, j'appelle ça le meilleur des deux mondes. On a le confort, on a la surprise. Le but étant ici, non pas comme ils ont l'air de le penser, d'ouvrir la porte du multivers, mais bel et bien de traverser cette porte. Je m'explique. Grâce à la série Disney+, vous connaissez probablement le concept de What If, concept qui était énormément populaire sur YouTube dans les années 2010. What If, à la base, c'était des comics. Le premier chez Marvel date de 1977, sobrement intitulé « Et si Spider-Man rejoignait les 4 Fantastiques », suivi par « Et si Hulk avait le cerveau de Bruce Banner ». Et la grosse différence avec la série, c'est que les comics What If, c'est des one-shot. Qu'est-ce que ça veut dire? C'est simplement que l'intrigue commence et se résout en un seul volume ou tome unique. À noter qu'un one-shot, c'est pas forcément un autre univers. Par exemple, dans la série à Percy Jackson, on a eu un one-shot sur Nico D'Angelo qui était excellent et 100% canon. Et les comics What If, comment ça se définit? C'est des uchronies par rapport à l'univers principal Marvel, c'est-à-dire l'univers 616. Une uchronie, qu'est-ce que c'est? C'est une œuvre qui a des bases historiques réelles, mais qui font tourner les choses d'une autre façon. Ici, comme on parle d'uchronie envers l'univers 616 Marvel, eh bien, on prend ce que Marvel a déjà fait et on dévie le scénario vers autre chose. Comment est-ce qu'on peut comprendre ça pour les What If? Eh bien, c'est simple. On va prendre les personnages que vous aimez et les mettre dans des nouvelles situations dans lesquelles on ne peut pas les mettre dans notre véritable univers principal pour des raisons de continuité. D'après vous, pourquoi a-t-on ce besoin? À cause de comment la continuité des comics fonctionne, et ça depuis très longtemps. Marvel et DC Comics, dans leur bande dessinée, partagent les univers entre leurs personnages principaux, et ce depuis bien avant les années 70. Et ça, ça amène son lot de problèmes. Dans le sens qu'un auteur ne peut pas faire tout ce qu'il veut avec un certain personnage, parce que ça irait peut-être à l'encontre de ce qu'un autre auteur fait avec un autre personnage, et alors que les deux événements desquels on parle sont censés arriver simultanément dans le même univers. Je vous donne un exemple. Imaginez que vous écrivez un comics de Batman où est-ce qu'il doit se rendre à Metropolis parce qu'il sait très bien que Lex Luthor prépare une attaque sur la Ligue des Justiciers. T'es mieux de prier pour que les auteurs de Superman soient pas en train de faire quelque chose d'autre avec Lex Luthor qui est incompatible avec ce que t'es en train de faire. C'est complexe suivre un univers partagé, surtout quand on est en charge de l'écrire. C'est à ça que servent les comics What If, à tout simplifier. Et le multivers, c'est la même chose. C'est de faire ce que les scénaristes veulent sans pour autant se soucier des conséquences. C'est la promesse de moins de problèmes de logique dans le scénario, moins de lore à apprendre, moins de besoin constant d'avoir de la continuité d'une œuvre à une autre. Oui, le multivers, c'est censé simplifier les choses. Simplifier son œuvre, ça peut être quelque chose de très utile, voire parfois même nécessaire. Je suis sûr qu'il y en a au moins un ou deux parmi vous qui se sont déjà dit « je vais me mettre aux comics » et quand ils sont arrivés devant l'étagère, ils ont réalisé que pour lire le comics qu'ils voulaient lire, il y avait 10, 20, 30, 50 numéros à rattraper juste pour comprendre les 10 premières pages. Je vais vous donner un petit truc de quelqu'un qui lit des comics depuis au moins 15 ans. Foutez-vous-en. Non, sérieusement, si les personnages de votre comics font référence à quelque chose qui s'est passé avant, juste acceptez que vous n'avez pas lu ce comics ou renseignez-vous si vous êtes vraiment curieux, mais essayez pas de rattraper ça dans l'ordre chronologique. Je veux dire, vous allez juste tuer votre amour pour les comics à ce point-là. Mais bref, les comics What If, qu'est-ce qu'ils font dans ce sens? C'est d'offrir une option aux fans casuals d'intégrer ce fandom qu'ils admirent tant, ouvrant des portes à un nouveau public et surtout ouvrant des portes à des histoires qui, comme elles ont un début et une fin claire, très souvent, elles sont excellentes. Par exemple, Killing Joke, bande dessinée mythique de l'histoire de Batman, écrite par Alan Moore, probablement le H.P. Lovecraft du monde de la bande dessinée. Sachez-le, c'était à la base écrit comme un one-shot non canon à l'univers DC. Éventuellement, l'histoire va devenir extrêmement populaire au point où DC Comics va décider de l'intégrer à son canon, mais le fait étant qu'elle a bien été écrite pour n'avoir aucune conséquence sur le reste de cet univers. C'est pour ça que dans ce comics, on peut donner des origin story au Joker malgré le mystère qui l'a toujours entouré, qu'on peut tirer sur Batgirl
Batgirl, la rendant paraplégique et qu'on peut l'abuser physiquement de façon cruelle, elle et même son père. Et c'est pour ça qu'on peut finir sur la grosse implication que Batman a étranglé le clown prince du crime à main nue, finissant ainsi leur rivalité qui a commencé il y a tant d'années. Parce que ce comics, il a été écrit pour n'épouser aucun canon. Maintenant qu'il fait partie de la continuité d'ici, il y a des questions qui se posent, comme par exemple, quelle légitimité a Alan Moore à définir l'origine du Joker, lui qui n'a pas créé le personnage? Et même s'il l'avait créé, est-ce que donner une origine au Joker, c'est une bonne idée? Pourquoi? Parce que son histoire fait maintenant partie d'une plus grande machination. Et même encore, je rappelle, mais c'est plus ou moins accepté que Batman, il l'a tué le clown à la fin. Comment est-ce que l'univers d'ici va évoluer sans son plus grand méchant? Méchant qui, au passage, est probablement le visage de la méchanceté en fiction. Si c'est pas lui, c'est soit Sauron, soit Darth Vader. Ça, c'est que des questions auxquelles on n'a pas à répondre si c'est pas canon, auxquelles on n'a pas à répondre grâce au multivers. Parce qu'on n'est pas là pour se poser des questions, on est là pour apprécier une histoire. Une bonne histoire qui a un début, un milieu et une fin. C'est tout. Mais dans un multivers, bien entendu, il est tentant de faire que ces univers parallèles, ils interagissent les uns avec les autres. Et très honnêtement, même ça peut venir jouer en la faveur de l'œuvre. Par exemple, dans la saison 2 de Justice League, on nous présente un univers alternatif où Superman et la Ligue dominent le monde après avoir exécuté le président Lex Luthor. Pourquoi? Tout simplement parce que dans cet univers, la Ligue des Justiciers a été poussée à bout par Luthor après qu'il soit parvenu à tuer Flash, frappant les héros où ça fait mal et les faisant basculer vers une voie beaucoup plus sombre. Établissant que Flash est la conscience de l'équipe, il est la petite voix qui les empêche de commettre des atrocités, il les empêche d'abuser de leur pouvoir, et ça c'est montré plusieurs fois dans la série. Utiliser un univers sans Flash montre l'importance qu'a vraiment le petit frère de la Ligue des Justiciers et permet à nos héros de se comparer à leur double et de confronter les démons qui les habitent. À noter que cet épisode, encore une fois, il permet aux scénaristes de faire ce qu'ils veulent sans se soucier des conséquences. Pourquoi? Parce que nos héros principaux visitent cet univers et repartent à la fin de l'histoire, laissant un monde qu'on a appris à connaître pendant quelque temps, mais maintenant, c'est fini. Pourquoi? Parce que l'histoire n'était pas faite pour continuer longtemps. Ce qui, encore une fois, est 100% correct. Et l'intérêt ici, c'est quoi? C'est l'histoire. C'est pas le multivers. Le multivers, c'est l'outil qui est là pour nous montrer l'histoire. Ici, les questions posées tournent rarement autour du multivers et de son intégrité. Le fait étant qu'on se pose plus la question sur comment les événements s'enchaînent dans ce nouvel univers pour en arriver à ce résultat. C'est ça qui est important parce que c'est ça l'histoire. À l'opposé, le multivers, quand on le rate, ça fait mal. Deadpool lui-même va avouer dans son film que le multivers Marvel a été ratage après ratage, ce qui est 100% vrai selon moi. Une déclaration puissante venant d'un personnage écrit par la Fox qui s'intègre à Disney. Ah oui, forcément, tout ce qu'on a dit sur Killing Joke, ça s'applique 100% à toutes les autres séries, tous les autres films Marvel qui n'ont pas été produits sous le registre du MCU et qui n'ont donc pas été écrits dans l'idée d'avoir un canon avec cet univers. Canon dans lequel ils sont présentement forcés à rentrer. Par exemple, maintenant que No Way Home existe, il faut quand même l'accepter que le Dr. Octopus, juste avant sa mort, il a fait un voyage interuniversel vers le MCU et a vécu une aventure avec deux autres Spider-Man qu'il ne connaissait pas. Et qu'il a même vu le futur Peter Parker de son univers. Le problème ici, c'est que le multivers, il s'élargit et ce de façon beaucoup trop importante. Il assimile des œuvres de fiction qui ne sont juste pas faites pour l'intégrer et ça crée des faiblesses scénaristiques gargantuesques. C'est ça la lame à double tranchant du multivers. Même si on peut écrire ce qu'on veut, ça veut pas dire qu'il faut bâcler le travail. Parce que de un, c'est la garantie d'avoir des problèmes de continuité et de deux, ça peut aller jusqu'à désacraliser nos œuvres. Sérieux, si Marvel a le culot de dire que c'est l'aventure de No Way Home qui a fait basculer Octopus vers le bon côté du spectrum à la fin de Spider-Man 2, je vous jure, je suis fini. Et je parle de Marvel, mais le fait étant que c'est tout aussi vrai avec le retour de Michael Keaton dans le film Flash. Pourquoi est-ce que c'est le revers de cette lame à double tranchant? Parce que Keaton, c'est un Batman qui avait son univers, c'est un Batman qui avait sa continuité. C'est un Batman qui se suffisait à lui-même, qui n'était pas écrit et fait pour faire partie d'un univers plus grand, encore moins d'un multivers plus grand. Ce que Tim Burton a fait avec Keaton, c'est d'écrire un film Batman, pas un film Batman fait pour se connecter à un film Superman, un film Flash, un film Batman. Et contrairement à ce qu'on peut penser avec le multivers, contrairement à ce qu'on nous répète depuis des années, oui, tous ces univers ont une importance. Rick et Morty, le nihilisme multiversel.
Il est impossible dans la culture geek en 2025 de passer à côté du juggernaut qui est devenu Rick et Morty. Probablement la série de science-fiction la mieux écrite et la plus appréciée depuis Futurama. Pour ceux qui vivent au fond d'une grotte, Rick et Morty, c'est quoi? C'est l'histoire des personnages éponymes. Rick, un vieil alcoolique qui est un surdoué, et son petit-fils Morty qui est juste le dernier des morons. Ils partent à l'aventure et ils se retrouvent souvent dans l'espace, sur d'autres planètes, mais plus souvent qu'autrement, on les retrouve dans d'autres univers. Grâce au célèbre Portal Gun de Rick qui est capable d'ouvrir des portails entre les réalités alternatives. Et Rick et Morty, c'est clairement le League of Legends du monde de la télé dans le sens, c'est un excellent produit, mais juste essayer d'ignorer le fandom. Un Pickle Rick! Ah, je vous jure, cette saloperie de cornichon pourrait avoir sa propre analyse du mal. Bref, Rick et Morty, très bonne série qui met en scène le multivers et en 10 ans, elle est devenue une icône culturelle que Internet est loin d'être prête à laisser aller. Et la raison est simple, c'est que Rick et Morty peuvent faire n'importe quoi avec le multivers, mais ils ne font pas n'importe quoi avec leur multivers. Rick va répéter maintes et maintes fois que comme il existe une infinité d'univers avec une infinité de possibilités, tout ce qu'on peut imaginer, tout ce qui existe, ça se trouve quelque part, il suffit de le chercher. Et oui, ça implique que la Rule 34, elle a un équivalent multiversel. Et là, je me dis que je vais en enfer pour celle-là. Selon Rick, tout ce qui est concevable ou non existe dans le multivers. Il faut simplement s'y rendre. Ce qui va le conduire dans un certain épisode à transformer la population de la Terre en monstre Cronenberg. Et comme il ne trouve pas de cure, il se réfugie avec son petit-fils dans une réalité alternative, là où le problème a été réglé et où lui et Morty sont morts juste après. À ce moment, évidemment, Morty, il est traumatisé de voir son propre cadavre, mais il va poser la question à Rick, qu'est-ce qui se passe avec l'univers qu'ils ont laissé derrière eux? Ce à quoi Rick va répondre avec le plus grand des francs-parlers, qu'est-ce qui se passe avec l'univers où a guéri le cancer. N'y pense pas et enterre ton double. Étant sur pied un élément extrêmement important dans Rick et Morty. Rien n'a d'importance parce que si des conséquences négatives arrivent suite à une de vos actions, il suffit de trouver un univers où les choses vont en votre faveur. Ça enferme cette fiction dans ce que j'aimerais appeler le nihilisme multiversel. Rapidement, le nihilisme, c'est quoi pour ceux qui dormaient en cours de philo? C'est les refus des valeurs collectives, mais aussi le fait de réfuter un plus grand idéal pour la communauté. Le nihilisme, c'est à peu près ça, c'est l'idée que Rick suit, comme quoi rien n'a d'importance. Encore plus pertinent dans ce contexte où est-ce qu'on parle du multivers où tout est possible, et donc si tout est possible, rien n'a de conséquences. Au niveau multiversel, c'est ce que Rick défend, et ça déteint aussi sur Morty qui dira à sa sœur Summer que personne n'a de place dans l'univers, personne n'existe dans un but précis, tout le monde va mourir, il faut aller regarder la télé. Rien n'a d'importance parce que tout est possible, et surtout, tout arrive. À quoi bon essayer de rouler un 4 sur un dé à 6 faces si, dans l'absolu des choses, toutes les faces ont été roulées en même temps. Sauf que ce rien n'a d'importance, c'est le point de vue de Rick. Point de vue qui est explicitement erroné dans la série. Et si on s'en rend pas compte, c'est peut-être à cause de comment le fandom a évolué par rapport au personnage de Rick. Ah, j'adore Rick et Morty. Ouais, moi aussi j'aime bien. La saison 7 est pas si mal tout compte fait. Mais je veux dire, Rick c'est tellement moi. Quoi? Ben oui, un grand génie incompris qui laisse rien l'affecter, qui se fout du monde autour de lui, qui vit en dehors des conventions. Mon portrait craché. Je pense que tu comprends pas exactement ce que la série essaye de te dire avec le personnage de Rick. Oui, je comprends, c'est toi qui comprends pas que je fais partie du 1% des 1% qui ont un QI assez élevé pour comprendre les messages subtils de la série Rick and Morty. Rick est un cornichon, c'est Pickle Rick. Fascinant, c'est comme regarder un babouin défoncé développer un complexe de supériorité. C'est mon idole. Qui ça, le vieil alcoolique maniaco-dépressif, narcissique et autodestructeur tellement brisé émotionnellement qu'il peut même pas admettre ses sentiments pour sa propre famille? C'est ça ton idole? Ouais, j'ai même acheté le Funko Pop de lui qui s'assoit sur les toilettes. Est-ce que tu parles de la fois où est-ce qu'il s'est assis sur son propre piège pour qu'il se déclare lui-même roi de la merde parce que même lui, il sait qu'il est une personne brisée, horrible et irréparable? Un génie, je te dis. Un véritable génie dans tous les sens du terme. Vous l'aurez compris, je fais partie de ceux qui pensent que ce point de vue nihiliste, il est au mieux débattable, au pire erroné. Par exemple, on peut se demander comment sur une infinité de possibilités, Rick est toujours le cerveau le plus brillant de l'univers. La réponse est, il y a infini d'univers.
il ne l'est pas à chaque fois. Il y en a infini, juste un infini, plus petit que l'infini absolu. Et là, encore une fois, je suis pas mathématicien, expliquez-moi comment ça fonctionne dans les commentaires. Un des derniers épisodes des saisons suivantes montre que les Rick du multivers ont séparé ce multivers en deux, coupant les univers où Rick est le plus brillant des univers où quelqu'un le dépasse, voire où il n'existe tout simplement pas. Si rien n'a d'importance, pourquoi construire une citadelle pour les Rick du multivers, avoir des lois qui les régissent? Si rien n'a d'importance, pourquoi couper le multivers en deux pour s'assurer d'être le plus brillant à travers tous les univers possibles? Parce que, contrairement à ce que dit Rick, chaque chose a son importance dans le contexte de son univers. Dans la série, on suit principalement le Rick C137 de son numéro de matricule qui vient de cet univers. Mais le fait étant que, à part dans les épisodes où est-ce que le matricule C137 est nommé, on pourrait suivre un Rick et un Morty totalement différents et on s'en rendrait même pas compte. Mais ça veut pas dire que ces autres réalités, elles ne sont pas importantes. Ça veut pas dire qu'elles n'ont pas de conséquences. Et surtout, si de regarder un épisode fun avec deux personnages qu'on apprécie, ça n'a aucune importance, Rick et Morty, elle aurait juste jamais dû toucher la télé. Entre-temps, on a même dans la trame de la série une prophétie sur le One True Morty, le Jésus du multivers, et Rick répète tout le temps qu'il est le Rick le plus Rick de toutes ces réalités. Encore une fois, ça a son importance à l'échelle multiverselle. Les Rick interagissent sans cesse avec le multivers. Alors imaginez l'importance que le plus Rick de l'existence doit avoir. En plus qu'entre-temps, Rick et Morty, oui, c'est une série principalement épisodique, mais à la façon d'Avatar, le dernier maître de l'air, elle évolue sur une toile de fond avec un scénario par-dessus un arc. Un arc narratif sur plusieurs saisons que le créateur de la série, Justin Roiland, il déteste lui, tout ce qu'il voulait, c'était faire de l'épisodique avec des petites aventures le fun. Et ça, c'est quelque chose que beaucoup de fans de la série défendent. Rien n'a d'importance parce que, justement, la série a été écrite par Roiland pour que les épisodes n'aient pas de conséquences les uns envers les autres. Sauf que les gens qui maintiennent ce point de vue, ce qu'ils ne savent peut-être pas, c'est que ça fait au moins 10 ans que Roiland, il n'a pas touché au scénario d'un seul épisode et que maintenant qu'il travaille même plus chez Adult Swim, son point de vue, honnêtement, je m'en torche comme Shrek se torche avec la Belle au bois dormant. Et justement, ce scénario, il a de l'importance. Rick, qui défait son Némésis dans la saison 7, c'était le point culminant de son arc. Saison 7 qui, oui, était moyenne, mais avec 2 épisodes qui étaient faciles dans le top 10 de la série au complet. Et comme par hasard, c'est les épisodes qui tournent autour du passé de Rick, de sa guérison, prouvant que non, c'est pas parce que tu peux remplacer tout ce que tu perds que rien n'a d'importance ni de conséquences. Faites l'expérience. Imaginez vous-même que la personne la plus chère à votre cœur meurt du jour au lendemain, mais que vous êtes capable de voyager dans un autre univers, un univers où vous êtes mort à sa place exactement au même moment. Seriez-vous prêt à prendre la place de votre double, à cacher, voire brûler le corps, à mentir à la personne que vous aimez le plus sur la planète quant à votre identité? Et si oui, aimeriez-vous cette personne comme vous avez aimé celle de votre univers? Et encore une fois, si oui, seriez-vous prêt à vivre avec ce mensonge pour le restant de votre vie? Donnez-moi vos avis dans les commentaires, je suis curieux. C'est pour ça que le multivers de Rick et Morty fonctionne, parce qu'il est utilisé pour raconter des petites aventures fun, et quand le scénario se présente sur plusieurs épisodes, c'est les personnages, l'action et non le multivers en tant que tel qui est sur les devants de la scène. Rick et Morty a compris comment utiliser le multivers, et forcément quand quelqu'un fait quelque chose de bien, t'as quelqu'un qui fait quelque chose de dégueulasse à côté. Marvel et la boîte de Pandore. C'est pas la première fois qu'on va voir ce schéma. Quelqu'un fait quelque chose qui fonctionne, Marvel le fait à plus grande échelle et le démocratise, tout le monde essaye de le copier, et après, le public en a juste plein le cul. Si vous vous rappelez bien, la dernière fois, c'était les univers partagés introduits par les monstres universels il y a presque un siècle. Marvel va démocratiser la chose et aujourd'hui, tout le monde essaye de faire pareil. Pour le meilleur et pour le pire, j'ai envie de te dire. Mais surtout pour le pire. Bon, j'ai tellement hâte de voir ce film, j'en ai entendu parler depuis des semaines. Ok, tant que ça, mais ça parle de quoi? Si j'ai bien compris, ça parle d'une femme qui prend le mauvais avion, elle se retrouve au Tibet dans un monastère, là où elle va apprendre à curer sa dépression. Oh, et ça se passe dans un univers cinématique de moines? Non. Alors c'est un univers cinématique de dépression. Non, ça on l'a déjà, ça s'appelle le DCU. Un univers cinématique tibétain? Ok, je crois que tu comprends pas. C'est juste un film. Pas de préquel, pas de spin-off, pas de suite à n'en plus finir. Mais... ça marchera jamais comme concept. Tais-toi, le film commence.
Ouh, il est beau le monastère. Oh, je suis sûr que c'est le monastère de Doctor Strange. Il va faire un caméo. Bref, dans les années 60, on avait la course vers l'espace. Dans les années 2010, on avait la course vers les univers cinématiques. Et aujourd'hui, dans les années 2020, ben clairement, on a la course vers le multivers. Sans dire que c'est vraiment Rick et Morty qui est responsable d'introduire le multivers dans toutes les fictions possibles et imaginables, on peut clairement dire que dans ce contexte, il y a un avant et un après. Rick et Morty sort en 2013. 2016, 3 ans après, c'est Doctor Strange. À ce moment, en 2016, Rick et Morty, ça a quitté l'audience de niche bien pour se ranger dans la culture populaire mainstream. Et Doctor Strange, ben, si vous vous rappelez, c'était marketé comme le film qui avait l'intention d'introduire le Marvel Cinematic Multiverse. Alors qu'en réalité, le premier Doctor Strange, ben, il a juste effleuré le multivers, si c'est pas pour dire qu'il y a pas touché du tout, mais il était bien vendu comme le film qui allait le setup. Et là, les fans de comics, que du multivers on en mange sur papier depuis des décennies, ben on comprenait pas trop ce qui se passait, je vais pas vous mentir. Marvel, ce qu'ils ont fait, c'est simplement entrouvrir la porte du multivers parce qu'ils savaient que ça plaisait dans d'autres fictions comme Rick et Morty, et après, je sais pas, il y a un stagiaire qui a mis son pied dans la porte pendant 5-6 ans pour l'empêcher de se refermer. Je peux avoir un verre d'eau? Quelqu'un? Bref, le multivers, ça fonctionne, tout le monde veut sa part du gâteau, et honnêtement, ben, il y a des victimes qui auraient pas dû avoir. Que ce soit clair, le film Flash est une catastrophe. La seule chose qui, selon moi, lui donne une lueur d'espoir, c'est le thème présenté qui, même là, a été très mal exécuté. Entre-temps, ça reste un film bâclé qui repose sur le fanservice, avec un héros pathétique joué par un sociopathe à peine fonctionnel. Sauf que les fans de comics le savent, Flash et le multivers, c'est une très longue histoire d'amour. On peut dire qu'il est la clé qui l'ouvre dans les comics d'ici. Sauf que Flash, son film, ben, il va sortir au cinéma en 2023, là où c'est déjà clair que tout le monde essaye de faire du multivers et où c'est encore plus clair que c'est pas tout le monde qui réussit à bien le faire. Et ça, c'est vraiment dommage parce que vous le savez, d'ici, ils ont des problèmes en production. En tant que tel, le DCU, il se fait annuler et rebooter une fois tous les 2-3 ans. Au point où on en est rendu, les exécutifs, ils ont tellement tué de personnages, j'étais à peu près sûr que c'est punissable par la loi. On est quand même rendu à quoi? 5 reboots en moins de 15 ans? Faudrait peut-être se poser des questions. Mais en tant que tel, c'est bel et bien Man of Steel qui a lancé l'univers cinématographique d'ici, après l'échec de Green Lantern qui avait 2 ans plus tôt cette mission. Et le film Flash, ben sachez-le, il était prévu pour 2014 à la base. À ce moment, on n'est pas trop sûr de ce que le scénario devait avoir l'air, mais le fait étant qu'on veut raccorder tous les univers et le comics le plus populaire de Flash que l'audience mainstream connaît, c'est Flashpoint Paradox qui parle, vous l'aurez deviné, du multivers, même si selon la définition qu'on a donnée, c'est plus une timeline alternative. Bref, le film sera reporté de nombreuses fois à cause des problèmes de production et des réactions de l'audience, et on vise 2018 pour le sortir. Et ça, ce que ça implique, c'est que le film Flash, il a été pitché, conceptualisé et écrit autour de 2015-2016, peut-être même un petit peu avant, considérant qu'en 2014, on voulait le sortir au cinéma. Bref, on allait sortir Flash à une époque où le multivers, c'était un concept qui était encore intéressant et où l'audience pouvait l'apprécier et même le voir en photo. C'est vraiment dommage parce que pour Flash en particulier, le multivers fait partie de son essence. Son arc Nemesis, c'est un voyageur temporel. Mais malheureusement, les autres productions vont plus vite, ce qui est quand même très ironique pour un film sur Flash. Et quand il sort en 2023, l'audience est claire, ça sent comme un autre film sur le multivers, réchauffé, acheté en conserve, probablement passer la date d'expiration aussi. Pourquoi? Parce que entre-temps, Marvel, ce qu'ils ont décidé, et ça je pense que c'est une de leurs pires décisions jamais prises, c'est que le multivers allait être le sujet principal du MCU post-Endgame. Littéralement, on est rendu dans la Multiverse Saga. On a donc pour Flash en particulier sa signature qui se fait approprier par le plus grand rival de DC Comics. Ça doit faire mal. Et là, c'est la fête. Doctor Strange, il explore le multivers, Thor effleure le concept, Spider-Man qui s'y met, ramenant encore une fois d'autres générations du héros. Bref, le multivers, il y en a partout. Et quand il y en a partout, c'est pas donné que ce sera tout le temps bien fait. Et oui, pour No Way Home en particulier, j'ai vu toutes ces vidéos qui disent apparemment No Way Home, il devient pire à chaque fois que tu le regardes. Tout ça à cause du multivers. Une fois l'effet de surprise passé, Marvel l'utilise comme un outil de marketing, ramenant d'anciens personnages qui n'avaient rien à voir avec leurs histoires
à eux, jetant aux poubelles le potentiel créatif du multivers juste pour donner aux fans ce qu'ils veulent, même si ça entache leur film. Genre Doctor Strange 2, j'ai adoré, mais avouons-le, pour un film qui parle du multivers, encore une fois, c'est trop de fois la même chose, avec assez peu de diversité, et faut le dire, c'est juste ajouter du canon pour en ajouter. Ça complique les choses, et si vous vous rappelez bien au début de la vidéo, théoriquement, le multivers, c'est censé rendre les choses plus simples. Le MCU, donc une des franchises les plus célèbres pour ses incohérences, va donc introduire quelque chose qui est censé simplifier les choses et le rendre complexe. Qu'est-ce qui pourrait mal se passer? Et c'est un symptôme commun avec les autres productions. Tiens, voilà George Clooney en Batman. Un retour que personne n'avait demandé. T'as vu, c'est quelqu'un qui a joué Batman quand ton père avait ton âge. Vas-y, donne-moi du cash! C'est pour ça, selon moi, le gros problème du multivers à la télé au cinéma aujourd'hui. C'est qu'on a décidé que c'était un argument de vente. C'est quelque chose qu'on fait juste coller sur le top du film en espérant que ça attire le public. Ne se rendant pas compte que ce public, ils en ont plein le cul. Et oui, en disant ça, je m'en rends compte, le parallèle avec les open world dans le monde du jeu vidéo est fascinant. Mais tout comme les open world peuvent encore être réparés pour le multivers, il y a une lueur d'espoir. Comment sauver le multivers? C'est quoi la grosse production cinématographique qui a le mieux exploité le multivers dans la dernière décennie? Dites-le moi en commentaire, mais à mon humble avis, c'est clairement Spider-Verse. En plus d'être les meilleurs films Spider-Man jamais écrits, Spider-Verse, ils ont compris le multivers, ils ont compris son fonctionnement et surtout, ils ont compris son potentiel. Ils ont compris tout ce qu'ils pouvaient faire avec le multivers et tout ce qu'ils ne pouvaient pas faire avec le multivers. Et qu'est-ce qu'on ne peut pas faire avec le multivers? Spider-Verse est généreux là-dessus, merci cocotte. Dans le premier film, on nous montre Wilson Fisk en train d'essayer de ramener sa famille depuis un autre univers, détruisant l'ordre naturel des choses dans son déni. Ensuite, tous les Spider-Man n'appartenant pas à cet univers commencent à glitcher. Littéralement, leur construction physique ne fonctionne pas avec cet univers. Le film fait une grande déclaration par rapport au multivers, à savoir les personnages qui n'appartiennent pas à un univers ne peuvent pas y rester, sans quoi il y a des conséquences, tout simplement parce que c'est comme ça que la nature fonctionne. Oui, des conséquences, le chaos à une échelle multiverselle. Vous savez exactement ce que les critiques sur le multivers disent qu'il n'y a pas assez aujourd'hui. Si tout est possible, rien n'a de conséquences. Si rien n'a de conséquences, rien n'a d'importance. Exactement le contraire des valeurs que Spider-Verse a poussées. Je vous donne un exemple. Demain, vous vous réveillez dans un univers alternatif, semblable au nôtre, mais ici, la planète Terre a une gravité beaucoup plus dense, si bien que vous êtes incapable de vous déplacer seul. Dites-moi encore si vous trouvez que tout est possible. Vient ensuite le deuxième opus de la saga que j'ai honnêtement préféré, qui fait toutes les erreurs possibles du multivers, mais les met en valeur et les transforme en force. Oui, on ramène d'anciens personnages nostalgiques, mais aussi des personnages que beaucoup ne connaissent pas et ils ne volent jamais la vedette aux persos principaux. Oui, on nous sert une redite d'une histoire qu'on connaissait déjà, mais on l'a tournée en quelque chose de nouveau, avec un protagoniste qui rejette les codes forcés sur lui pour écrire sa propre vie. Oui, on relie tout au plus grand multivers Marvel, mais on dit textuellement que c'est une erreur et on laisse ce plus grand multivers en retrait pour se concentrer sur l'histoire qui est raconté, clairement indiquant que de définir Miles Morales comme juste une copie de Spider-Man, c'est une erreur. Et ça l'est pour les doubles multiversels de chacun de vos personnages favoris. Ce sont leurs propres personnages avec leur propre potentiel et surtout leur propre histoire à raconter, épousant, refusant, remettant en question les codes que leur double Prime a mis sur la table. C'est exactement à ça que sert le multivers. Offrir quelque chose de nouveau avec quelque chose qu'on connaît, et pas simplement forcer quelqu'un à binger 30 heures de contenu. Le multivers a été et, selon moi, devrait rester un outil narratif et non le sujet principal d'une saga complète. Pourquoi? Pour les mêmes raisons que d'interconnecter toutes les œuvres d'une méta-œuvre de fiction comme le MCU, selon moi, c'est une erreur. C'est parce que, d'un, oui, ça complique les choses, mais ça limite énormément les artistes dans ce qu'ils peuvent faire au niveau de la cohérence, au niveau de la progression. Et ça, j'en ai parlé plus haut, mais ça peut être très frustrant. Et aussi et surtout parce que c'est un outil qui est gigantesque. Alors forcément, quand tu le mets dans les mains de quelqu'un qui sait pas trop ce qu'il fait, ça fait mal. Alors que quand on exploite bien quelque chose, il est plus que probable que ce quelque chose vienne à évoluer. Le multivers, c'est pour de multiples univers qui existent côte à côte. À partir de là, nous pouvons extrapoler sur la suite.
Et si je vous disais que le nombre d'histoires qu'il est possible de raconter, c'est une seule histoire qui se raconte toute seule, de façon organique, tel l'organisme monocellulaire qui évolue pour devenir l'être complexe que nous sommes chacun à notre façon individuelle, comme la nature qui donne et qui reçoit de la part des créatures qu'elle fait naître, une histoire que les auteurs, les artistes ne font que révéler pour le public, étant la main qui démocratise tous ces univers. Marvel et DC Comics ont interagi par le passé, Marvel faisant des crossovers avec Capcom et DC avec Mortal Kombat. Capcom ayant des personnages qui apparaissent dans Super Smash Bros. De leur côté, Rick et Morty sont apparus par exemple chez la famille Simpson, elle-même ayant fait des crossovers avec Family Guy et Futurama. Futurama qui canoniquement est un produit télévisuel dans le monde des Simpsons et vice-versa, impliquant qu'il y a bien quelque chose par-dessus le multivers, quelque chose de plus grand, quelque chose de plus général. Et pour ça, on va prendre le modèle multiversel de DC Comics. Voici le multivers de DC. Chacune de ces sphères est un univers contenu dans une sphère elle-même, dans une sphère supérieure, et ainsi de suite, impliquant plusieurs niveaux de réalité. Mais admettons que ce multivers existe en parallèle du multivers Marvel, comme on l'a déjà démontré avec les crossovers. Qu'est-ce qui nous empêche, selon cette logique, d'ajouter toutes les œuvres de fiction possibles et imaginables, le tout se regroupant dans une méga dimension contenant tous les multivers, eux-mêmes contenant une infinité d'univers, comme une sorte de méga bulle multiverselle à l'intérieur de notre réalité, puisque chacun de ces multivers sont la création des artistes de ce monde. Admettons que nous-mêmes, nous vivons dans un multivers. L'idée comme quoi ces sous-multivers existent semble logique, et ce, dans chaque univers. Nos univers parallèles existant eux-mêmes dans une bulle côte à côte de la nôtre, peut-être elle-même encore dans une bulle plus puissante, supervisée par un être galactique que nous ne comprenons pas. Une réalité plus haute, elle-même contenue dans une autre réalité plus haute. L'idée étant que chaque livre, comics, film, bande dessinée que vous avez jamais touché est simplement une partie de ce qui est au-dessus du multivers, et est un univers qui compose le multivers, qui compose quelque chose de plus grand, quelque chose de plus infini, là où nous faisons tous partie de la même histoire, la seule et unique histoire jamais écrite. Cette histoire, on la nomme l'omnivers. L'omnivers, littéralement tous les univers, autant des univers fictifs comme les comics de Marvel, autant des univers réels comme le nôtre, et tous les autres univers possibles et hypothétiques dans lesquels chacun de nous avons pris des chemins bien différents. Sur ce, mes amis, c'était ma vidéo sur la déconstruction de l'archétype du multivers. J'ose espérer qu'elle vous aura plu et honnêtement, j'espère que vous saignez pas trop du nez à m'écouter parler. Je remercie énormément Volant Design pour leur confiance et leur sponsor pour cette vidéo. Je vous invite à aller en description pour consulter le magasin qui, honnêtement, est vraiment génial. J'adore ce hoodie. Et si vous faites un achat, soyez sûr de vous poster avec sur Instagram et de me taguer dessus pour que je puisse voir le résultat. Sur ce, mes amis, vous pouvez cliquer juste ici pour voir notre dernière vidéo ou vous pouvez cliquer juste là pour plus de déconstruction des archétypes de fiction. Dites-moi en commentaire de quel autre sujet on devrait traiter, et tant qu'à être là, pourquoi ne pas vous abonner et activer la cloche au passage, ainsi que de laisser un like et partager la vidéo pour le référencement. Sur ce, je vous laisse et plus que jamais, je vous dis à la prochaine fois pour de plus amples explorations de notre omnivers.